Et Aurore, je vous laisse donc introduire cette table ronde. Alors, tout d'abord, toutes nos félicitations à Maximilien pour sa prise de poste. Et ensuite, donc, dans la droite continuité de la table ronde précédente, nous allons évoquer les néobanques et plus spécifiquement les perspectives de développement. Merci à Finance Innovation de nous offrir la possibilité d'échanger. Et je vais commencer par vous présenter, faire un rapide tour de table des intervenants. Donc, nous aurons Stéphanie Biron, qui est co-founder and CEO de Prismea, qui est à nos côtés. Najib Beydoun, CEO de Yield. Donc ça, c'est pour les intervenants qui sont plus côté néobanque. Ensuite, nous aurons Stéphane Louis, Managing Director de Monitor. Khaled Alab, que vous avez entendu tout à l'heure, Cloud Digital et Payment VP d'OVH Cloud. Donc ça, c'est dans la droite continuité de l'intervention de Récital. Et puis Carlos Sacrado, associé donc de DocaPost. Et ça, c'est pour nos 3 intervenants qui sont plus liés aux écosystèmes autour des banques et des écosystèmes. Et enfin, Stéphane Daes qui vient nous joindre, qui est partenaire banking et fintech au sein du cabinet KPMG. Voilà, donc pour commencer, je vous propose, la table ronde sera axée autour de 2 grands sujets. Le premier sera autour du retour d'expérience sur les impacts de la crise sanitaire. Et puis, nous aborderons dans un deuxième temps les enjeux et les perspectives pour les néobanques. Alors, je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet. Le confinement et plus globalement la crise sanitaire liée au Covid-19, ça a été un grand choc pour l'ensemble de la population française. Est-ce que vous avez perçu, Stéphanie et Najib, des changements dans les attentes et les comportements de vos clients et aussi de votre part en tant que CEO de FinTech? Comment vous avez vécu ce moment très particulier? Alors, pour ma part, côté Prismea, donc d'abord, nous, on est une néobanque à destination des professionnels, petites et moyennes entreprises, pour poser le cadre. Donc, effectivement, la crise sanitaire est arrivée à une étape vraiment cruciale pour nous dans la vie de Prismea, puisque nous étions en train de lancer notre produit, notre application sur les stores. Donc, nous étions en bêta depuis quelques mois et nous avions effectivement planifié un lancement au printemps. On a donc choisi de poursuivre notre phase de bêta-test afin de vraiment continuer à améliorer l'expérience client et la digitalisation des parcours. Il faut savoir que cette crise, elle a eu un réel impact sur notre communauté de bêta-testeurs, on l'a vu. On a tenté d'être agile pour les accompagner au mieux en leur apportant du conseil, notamment sur toutes les aides et offres de l'État et banques qui pouvaient obtenir pour répondre à leurs besoins potentiels de trésorerie. Je pense aussi que cette crise a révélé et confirmé des comportements dont on avait déjà constaté, disons, une modification, notamment l'adoption du digital en fait, puisque effectivement dans ce contexte de confinement, les professionnels, les entreprises n'avaient pas accès à une agence bancaire, ils n'avaient pas forcément leur conseiller en ligne, et l'utilisation des outils mobiles ou web ont vu une augmentation considérable. Ensuite, sur la partie moyen de paiement, effectivement, on a noté que le paiement par carte bancaire, sans contact, en ligne, Apple Pay, Google Pay et même le virement ont eu une recrudescence par rapport au chèque et à l'espèce. Ça, c'est la première partie, je dirais, qui est vraiment orientée sur l'adoption du comportement digital. En second plan, on a vraiment aussi observé que les clients attendaient une vraie expertise, un vrai accompagnement de leurs partenaires bancaires pour les aider à résoudre leurs problèmes de trésorerie, à les guider et à leur proposer des services effectivement rapides pour arriver à y répondre. Et donc, cette partie, nous, on était très jeunes dans le lancement du produit, donc on a mis en place des actions sur le court terme de conseil, mais effectivement, on aurait aimé aller plus loin dans la proposition d'une offre de crédit 100% digital parce que, effectivement, les banques historiques et les banques traditionnelles qui pouvaient accorder ce type de prêt étaient extrêmement engorgées et n'avaient pas forcément les structures IT pour pouvoir répondre à ces besoins de manière, on va dire, complètement digitale. D'accord, donc si je comprends bien, on est plutôt sur une accélération de la digitalisation avec en même temps un besoin de proximité de l'autre côté. Najib, c'est aussi ce que vous avez ressenti? Comment vous avez vécu
Oui, bah nous, si on peut distinguer en fait l'impact de la crise sanitaire sur notre clientèle et sur le comportement de nos clients, de l'impact sur notre société. Parce qu'en fait, nous, donc Yield, c'est une néobanque qui est dédiée à l'épargne, donc, dont l'objectif, c'est d'aider et d'accompagner les gens à épargner et de les aider à s'y mettre. On dit souvent que notre proposition de valeur centrale, c'est comment est-ce qu'on passe de 0 à 1000 euros d'épargne sans effort. Donc, c'est vraiment destiné à des petits épargnants et nouveaux épargnants. Et donc, en fait, quand la crise est arrivée, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, quel allait être le comportement de nos clients face à ça et comment ils allaient gérer l'argent qu'ils ont mis chez nous. Et en fait, on a été assez agréablement surpris parce qu'on n'a eu aucun signe de décollecte d'épargne. Donc, tous les stocks d'encours qu'on avait chez nous se sont maintenus. On n'a eu aucune demande de fermeture de compte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'effet de mouvement de panique où les gens auraient pu s'imaginer que des acteurs un peu plus récents et peut-être un peu plus fragiles que des banques traditionnelles allaient souffrir de la crise et par conséquent, il y aurait eu un espèce de mouvement de panique qui aurait engendré des fermetures de compte. Donc, on n'a pas eu ça non plus du tout. On n'a pas eu non plus plus de difficultés à acquérir de nouveaux clients. Ça a même été plutôt l'inverse. On a eu un effet assez positif sur nos coûts d'acquisition et sur les volumes d'acquisition parce que, étant des banques digitales, les gens ont passé quand même pendant le confinement beaucoup de temps sur leur mobile. Or, il y a quand même 60% finalement des téléchargements d'applis qui passent sur les recherches sur les stores. Donc, mécaniquement, quand les gens passent plus de temps sur les stores, ils téléchargent plus les applis. En dernier lieu, on a eu une forte accélération de notre chiffre d'affaires où finalement, à fin mai 2020, on avait réalisé autant de chiffre d'affaires que sur toute l'année 2019. Donc, l'impact, on va dire, sur le business et sur le comportement des clients, globalement, a été très positif. Si on rentre un tout petit peu dans le détail, parce que c'est une composante importante de notre business, c'est la capacité à créer des sous-comptes IBANisés, qu'on appelle nous des capsules, pour financer des projets. Là, par contre, effectivement, on a vu une évolution dans le type de projet que les gens cherchaient à financer. Tout ce qui concerne le voyage s'est effondré au profit, en fait, de projets plus hardware en premier lieu et immobilier en second lieu. Donc ça, sur l'évolution des projets, c'est sûr que ça a eu un impact. Maintenant, au niveau de notre société et de comment est-ce qu'on a traversé la crise et quel est l'impact de la crise sur nous, évidemment, étant une société assez jeune, puisque en gros, nous, on est live sur les stores depuis mars 2019, donc on a un peu plus d'1 an d'ancienneté. On a environ 80 000 clients. Et l'idée, c'était de pouvoir continuer à accélérer et à se développer en se finançant, en particulier à travers des levées de fonds. Ce qui, dans ce contexte-là, est devenu un peu mission impossible, surtout sur des business B2C comme le nôtre, où l'appétit des fonds s'est ralenti énormément, voire on était en phase finale de discussion et de process avec certains, et ça a été poussé à une date indéfinie dans le temps. Donc heureusement que les financements mis en place à travers la BPI nous ont permis de prendre le relais et de poursuivre notre activité sereinement. Donc, de votre côté, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de défiance par rapport à l'économie du numérique. Les clients ont toujours maintenu ces interactivités, que ce soit avec Prismea ou avec Yield. On a senti une activité soutenue. Mais par rapport à ce qu'on a pu dire au préalable, il y a quand même un point d'inquiétude par rapport à la capacité à lever des fonds. En tout cas, même si globalement les statistiques sont plutôt favorables, il y a quand même ce point-là. C'est intéressant. Est-ce que côté constat et retour d'expérience, si on se tourne vers l'écosystème plus largement qui gravite autour des néobanques, est-ce que vous partagez ces constats, Carlos, Stéphane et Khaled? Comment vous voyez les choses? Parce que vous-même, vous êtes fournisseur de services et de prestations auprès de banques. Qu'est-ce que vous avez pu observer? Bonjour tout le monde, je vais y aller, je vais répondre. Donc, nous, en tant que DocaPost, DocaPost, je vais juste faire un petit rappel. Donc, on est filiale 100% de la Poste.
Donc, et à ce titre-là, on est un des leaders dans le marché des tiers de confiance. Et donc, on est focalisé sur la distribution des solutions numériques et dans l'implémentation de ces solutions chez nos clients. Dans cette crise sanitaire, nous, on peut faire deux constats majeurs. Le premier, c'est que nos clients ont eu un besoin accru d'automatiser leur processus. Bien évidemment, il y a eu beaucoup de télétravail, etc. Et donc, quand dans les back-office, si vous automatisez pas, vous êtes en difficulté pour produire tout ce que vous devez produire pour le client final. Donc, nous, on a ressenti une augmentation très significative des besoins et des projets d'automatisation, des projets de RPA. Donc là, ça a été extrêmement significatif. Et tous les projets qui étaient un petit peu dans les cartons, qui étaient en étude, et bien évidemment, ça a accéléré et tous les clients nous ont demandé de vraiment accélérer le planning pour les mettre en place le plus rapidement possible. Le deuxième constat, ça a été une accélération de la digitalisation de ces processus-là. Et pourquoi? Toujours pareil, c'est étant donné que le confinement a beaucoup œuvré. Moi, je vais faire juste on va faire une litanie de tout ce qu'on a pu offrir. Mais il y a quelque chose qui a vraiment explosé chez nous, c'est dans la digitalisation de ces processus, c'est la signature électronique. On a eu énormément de besoins sur la signature électronique pour aider nos clients à signer des contrats, à faire des crédits, etc., etc. Voilà un petit peu les deux constats principaux que l'on a pu observer pendant cette crise sanitaire. Très bien, donc ça regroupe, c'est très convergent par rapport à ce qu'on a pu voir dans les tables rondes précédentes sur le besoin de développer ses relations commerciales à distance et de pouvoir être efficace, être autonome, même si on est à distance. Est-ce que vous avez observé côté Monitor, Stéphane, les mêmes tendances de la part de vos clients? Comment ça s'est passé cette période de confinement? Ouais, je vais aller assez dans le même sens. On a un poste d'observation assez intéressant parce qu'on accompagne des banques traditionnelles, des néobanques ou des fintechs financières pour booster leur engagement digital en générant automatiquement des recommandations personnalisées pour les canaux digitaux, donc pour les particuliers ou pour les PME. Donc, c'est tout ce qui est analyse, intelligence artificielle, analyse comportementale, et vraiment créer comme ça des contenus qui vont plus loin que le PFM. Donc, on fournit le PFM, mais le PFM en soi ne dit pas quoi faire au client. Donc, il manque souvent cette couche qui permet d'aller plus loin, d'être plus personnalisé. On a vu aucun de nos projets ralentir. Donc, forcément, en termes de développement commercial, nouvelles rencontres, nouveaux contacts, ça s'est arrêté ou stoppé. Mais tous les projets, y compris des prototypes, des POC, tout a continué. Alors, c'est logique, on est sur le segment de la banque digitale, donc avec un gros boost sur cette période. On a, si je dois relever deux points en particulier qu'on a vu, deux tendances en fait, on a vu un gros plus aux banques qui étaient déjà très agiles. Tous nos clients qui avaient déjà mis en place tous les mécanismes pour pouvoir facilement créer des messages à leurs clients, des alertes, des recommandations, ont pu immédiatement communiquer avec eux. Sur des choses toutes simples, les rediriger vers leur réexpliquer ou les rediriger vers des paiements cashless. Mais des choses beaucoup plus pointues, rediriger le client vers des services que la banque peut avoir, par exemple, pour interrompre des remboursements de prêts, des services qui existaient déjà, mais ça a permis de directement contacter les clients pour les rediriger vers ça et stopper pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois les remboursements de prêts. Ou alors, très rapidement, leur communiquer de nouvelles cartes sur les apps, par exemple, ou de nouvelles analyses pour montrer leur changement de comportement de dépenses. Pour les rassurer aussi sur où ils en étaient sur leur épargne de précaution, sur tous ces aspects-là. Donc ça, c'est le premier point, c'est le plus à l'agilité des banques qui l'étaient déjà. Et je pense qu'au niveau client, on nous remonte que ça a vraiment été apprécié, que la banque puisse jouer ce rôle d'accompagnant dans cette période-là, sur des fois des choses simples, mais des fois des choses plus automatisées aussi. Et le deuxième point, c'est une accélération. Alors, ça avait commencé un peu avant, mais on voit là une accélération de tous les projets, effectivement, d'épargne automatique, de poche d'épargne. Donc, pas forcément avec du jargon bancaire comme des comptes d'épargne, des virements automatiques. Ça, c'est les banques essayent de trouver des moyens d'adresser des clientèles plus jeunes qui sont un peu réfractaires à tout ça,
en travaillant plus sur des fonctionnalités qui vont permettre de créer une poche d'épargne, une épargne de sécurité. Il y a des concepts comme des Rainy Day Savers, donc l'épargne pour les jours un peu plus pluvieux, en analysant automatiquement la situation du client, lui proposant d'épargner tant par mois et en se chargeant du suivi, etc., juste pour constituer cette épargne qui se présente comme une poche d'argent. Donc, on voit tous ces projets-là assez innovants accélérer. Les services annexes à distance, élargir le panel des services à distance, en fait. Oui, complètement. Khaled, de votre côté, est-ce que vous avez vu auprès de vos clients les mêmes tendances? On aurait pu penser que les grands projets se seraient arrêtés parce que crise, parce que besoin de faire des économies. Manifestement, ce n'est pas le cas. On a même une accélération de gros projets et en tout cas, ils sont maintenus. Est-ce que de votre côté, vous avez partagé ces constats-là? De notre côté, donc côté OVH Cloud, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on est justement le provider européen alternatif du cloud et identifié depuis la semaine dernière par Forrester comme étant justement le leader en Europe, même devant les Américains. On est très fiers de cette situation aujourd'hui. Mais donc pour revenir sur la discussion autour du Covid et les constats que nous on a pu tirer, je rejoins tout à fait ce qui a été dit dans cette table ronde. Déjà deux constats. Donc le premier, c'est la technologie, elle a pris une place prépondérante. On a vu les besoins de digitalisation, les besoins d'automatisation qui ont eu lieu dans tous les secteurs. Donc indépendamment, malgré la crise, on a vu qu'il y avait des besoins qui s'étaient accrus en termes de cybersécurité, en termes d'éducation à distance, de télétravail. Ce qu'on a vu, par contre, aussi, qui est très important, et je pense qui est pour nous, en tant qu'OVH Cloud, essentiel, c'est l'aspect humain. On a l'impression que tout le monde a mûri avec cette crise et on a tous commencé à chercher, même au niveau des entreprises, à donner plus de sens à nos actions. Et on a vu des courants de solidarité qui se sont déployés au niveau de la technologie. Je vais parler par exemple de l'initiative de Open Solidarity, qui est une initiative technologique qui permet de fournir des solutions gratuites de vidéoconférences, de solutions de desktop, d'éducation, de cybersécurité, qui a été étendue, qui a été mise à disposition au niveau mondial par plusieurs entreprises comme Alcatel-Lucent, comme OVH Cloud et autres. Et tout le monde a mis à disposition ces solutions de manière gratuite, de façon à permettre à toutes ces entreprises qui étaient dans la difficulté de pouvoir rebondir et de pouvoir continuer à travailler malgré tout. Par exemple, pour les hôpitaux, on a vu que cette initiative se prolonge maintenant pour permettre aux gens de retrouver du travail avec des solutions de travail temporaire. Cette première initiative, je pense, de la solidarité pour donner du sens. Et d'un deuxième aspect, on a aussi mûri sur le fait de la souveraineté. On s'est rendu compte qu'on était dépendant en Europe de beaucoup de fournisseurs étrangers et on a vu d'autres initiatives qui se sont aussi accélérées. Je vais donner par exemple l'initiative Gaia-X, car la souveraineté européenne, on l'a vu même dans les interventions du président de la République, est un sujet qui revient et qui prend de plus en plus d'importance. Toujours, je rejoins tout à fait ces deux constats. On a tous mûri, on a besoin de solidarité, on a besoin de souveraineté. Et là-dedans, la technologie a son rôle à jouer. Donc, on est quelque part dans une nouvelle réalité avec un besoin de revenir sur soi et plus proche, avec ce besoin de souveraineté. Un écosystème finalement qui est très lié. On a pris conscience qu'on avait besoin des uns des autres pour mieux fonctionner. Et si on revient plus spécifiquement aux néobanques, donc on voit qu'il y a une dynamique d'innovation, il y a un écosystème pour être capable de fonctionner. Qu'est-ce que vous pensez typiquement que les néobanques ont apporté de particulier durant cette période de confinement et quels sont leurs facteurs différenciants par rapport aux banques qu'on pourrait dire plus traditionnelles? Stéphane, vous avez une vue un peu globale du marché. Qu'est-ce que vous en pensez? Et après, je serais intéressée d'avoir d'un point de vue plus fin le retour de Stéphanie et Najib qui sont au cœur avec l'action. Mais voilà, quelles sont les grandes tendances qu'on peut voir sur ces sujets-là? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Aurore. Comme on le précise dans notre dernier panorama des néobanques, il est déjà important de requalifier les différents types de néobanques aujourd'hui. On parle plutôt de banques digitales parce qu'on va parler de banques, d'établissements de crédit, donc d'établissements bancaires
de pleine responsabilité, on va parler d'établissements de paiement, on va parler d'établissements de mode électronique. Donc là, ça remet un peu en perspective le périmètre. Juste avant la crise, on était sur un panorama d'une vingtaine d'acteurs qui couvraient les besoins et développaient des offres auprès des clients particuliers et entreprises. Juste avant la crise également, comme l'a confirmé Michael Pacek, on avait également une accélération au niveau des levées de fonds avec comme exemple Conto et Lydia qui avaient été deux levées de fonds de référence sur ce début d'année et également des annonces de nouveaux acteurs sur le marché français sur le premier trimestre. Alors, le Covid, la crise de Covid, qu'est-ce qu'elle a apporté de nouveau et quel était l'impact pour ces banques digitales? Si on regarde le constat aujourd'hui, le premier point, c'est la mobilisation. L'ensemble de ces acteurs se sont mobilisés au service de tous, aussi bien au niveau de l'économie, au niveau des particuliers, des entreprises, des PME, des ETI, des artisans, des personnels soignants qui étaient au front pendant cette crise. Donc le premier élément, c'est vraiment une mobilisation grâce à deux éléments. C'est leur agilité. Elles ont une agilité managériale, elles ont une agilité pour pouvoir mettre à jour des roadmaps produits centrés sur les besoins de leurs clients. Et le deuxièmement, comme vous l'avez juste précisé, c'est le cloud qui a permis à ces organisations d'avoir des go-to-market et de s'adapter à ce contexte exceptionnel au service de leurs clients. Deuxième point, ça va être la digitalisation des services financiers. Cette crise va accélérer auprès de l'ensemble des services financiers la digitalisation de services avec deux axes principaux. Tout d'abord, c'est toujours une meilleure expérience client qui est aujourd'hui le point fort des néobanques et des banques digitales, et également une refonte du mode de relation avec les réseaux de distribution classiques, traditionnels, mais également avec des nouveaux réseaux de distribution innovants, plus proches de leurs clients. On peut prendre des exemples de Nickel avec son réseau de distribution au niveau des bureaux de tabac qui a pu offrir et être disponible auprès de ses clients par cette période. Nous avons d'autres réseaux de distribution spécifiques avec Orange Bank, avec Max French Bank également, qui ont des modèles digitaux, à la fois physiques et digital, qui vont s'adapter également, qui sont adaptés à la crise et qui vont s'adapter aux nouveaux usages des clients. La troisième partie, et le panel en a beaucoup parlé, c'est sur l'innovation. On a vu beaucoup d'innovation au niveau des produits, au niveau des services proposés au niveau des clients pour s'adapter à cette nouvelle réalité. On a eu des exemples concrets sur les remboursements, comment revoir le calendrier de remboursement de clients fragilisés pendant cette crise. Également des solutions B2B qui ont permis de pouvoir soutenir les entreprises, les ETI, PME, artisans pendant cette crise. Si on prend les travaux qui ont été faits par United Business Solutions et BPI, par exemple, qui a pu, grâce à son pré-rebond, assister l'État et l'ensemble des acteurs économiques pendant cette phase de crise sanitaire. On va voir, en quatrième point, on voit également une éclosion dans les demandes des consommateurs et des clients d'une finance durable au service de tous. Et ça, c'était un élément également très fort pendant cette crise. C'est les consommateurs veulent changer de mode de vie, de mode de consommation et sont prêts à se recentrer sur certains services auprès d'une finance durable. On peut prendre l'exemple de Mon Petit Placement qui a accéléré le nombre d'ouvertures sur ses offres d'investissement sur la finance durable avec des modes de relations clients à distance très efficaces. On voit également, et on en a parlé juste avant, je ne reviendrai pas, mais la confirmation des enjeux autour du risque, la cybersécurité, qui était un enjeu majeur en France, mais à l'international, où le nombre d'attaques et de fraudes auprès des consommateurs et des néobanques ont été très importants. Et le dernier point de cette crise, c'est également l'impact sur leur financement et leur pérennité. On a vu beaucoup de levées de fonds avant la crise, on a vu un vrai ralentissement pendant cette crise avec une focalisation des investisseurs, aussi bien en termes de capital d'investissement que de capital risque, sur des sociétés qui étaient déjà un peu plus matures, sur des levées de fonds, sur des nouvelles levées de fonds. On va avoir des tickets peut-être moins importants au regard de la valorisation qui va être revue de ces acteurs.
Donc, le niveau de financement et la pérennité de ces business models qui sera centré de plus en plus sur la valeur du client et non pas sur des revenus futurs uniquement, est un grand changement sur la vision de ces acteurs et de leur pérennité. Merci Stéphane. Stéphanie et Naji, de votre côté, en termes de, vous avez des business qui sont assimilables aux néobanques avec des services bien particuliers ciblés à certains types de clientèle. Quelles sont, selon vous, vos principales forces par rapport aux banques traditionnelles dans cet environnement tel qu'on l'a décrit? Je pense que Stéphane a adressé un panel assez exhaustif des avantages. Je vais tenter d'illustrer ce qui s'applique à Prismea. Donc, je pense que le point important, c'est vraiment l'agilité et le fait que notre modèle s'appuie nativement sur des nouvelles technologies type le cloud, type l'exploitation de la data de nos clients pour leur pousser des services qui conviennent mieux à leurs besoins. Tous ces aspects nous permettent d'accélérer dans le développement de services différenciants et dans la digitalisation de ces services financiers qui est vraiment ce qui complique, on va dire, ce qui a compliqué pendant le confinement l'exercice des banques traditionnelles qui n'étaient pas forcément prêtes à absorber cette demande forte pour le digital. Donc, notamment, je pense, nous, on a pu poursuivre d'ouvrir des comptes via des parcours simples, fluides, 100% digitaux, qui respectent les mesures du régulateur, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, quand on est une néobanque, nous, on a un niveau d'agent d'établissement de paiement, on est régulé par la CPR et on doit répondre aux exigences du régulateur tout en travaillant sur l'expérience client. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous, notamment dans les phases d'onboarding de clients PME qui ont souvent une structure capitalistique avec des bénéficiaires effectifs. Donc, il y a beaucoup de mesures à prendre en compte. Donc, on a fait beaucoup de R&D sur comment rendre l'expérience client la plus fluide possible avec un aspect vraiment relationnel dans l'ouverture et en un minimum de temps. Donc ça a été un vrai enjeu. Stéphane a aussi parlé de la fraude. C'est vrai qu'on a eu des attaques de fraude extrêmement importantes aussi, je dirais, fin mars, début avril, qu'on a bien sûr arrêté parce qu'on avait des systèmes qui avaient été développés de manière native pour screener les demandes d'ouverture de compte, qui avaient aussi prévu des checks spécifiques sur les identités et sur les flux qui circulaient. Donc, ça nous a permis vraiment de pallier à cette recrudescence de fraude. Ensuite, je pense aussi que le modèle des néobanques, et nous, je parle pour nous a permis de reprioriser certains services dans notre map produit. Je pense notamment à l'octroi de crédit, qui va devenir essentiel dans les prochains mois, post on va dire confinement, parce que on va rentrer dans une crise quand même majeure. Il va falloir trouver des solutions pour accompagner les entreprises, pour les aider à financer leur trésorerie. Et donc, on travaille depuis le mois de mai sur des solutions pour proposer du crédit full digital au sein de Prismea. Enfin, le dernier point à noter, c'est la mobilisation de tous ces acteurs que Stéphane a évoqué. C'est impressionnant, je trouve, la mobilisation qu'il y a eu de la part des fintechs, même si elles n'avaient pas forcément les niveaux d'agrément nécessaires pour répondre en direct aux besoins du client. Elles ont été vraiment innovantes dans la recherche de solutions pour accompagner leurs clients. Ça montre bien le côté vraiment user-centrique de ces acteurs, c'est-à-dire comment on fait pour créer de la valeur pour un client. Et ça, c'est extrêmement important. Et je vois notamment les actions qui ont été menées, donc soit sur des produits qui rendaient un service ou qui répondaient à un besoin, soit sur un accompagnement du conseil sur tout ce qui pouvait être mis en place pour aider les entreprises par le gouvernement, par des pays, etc. Et aussi par la réduction de leurs coûts, parce que je pense que c'est une des grandes forces des néobanques, c'est de pouvoir proposer une tarification claire et transparente pour les clients à un prix juste. Et en fait, on a constaté que pendant cette période de confinement, beaucoup de fintech ont fait des réductions, ont même proposé la gratuité pour leurs clients. Et ça, on est dans cette idée aussi d'impact positif et d'impact social positif pour les entreprises. Nous, au sein de Prismea, par exemple,
on a mis en place la gratuité de tous nos services jusqu'à décembre 2020 pour aussi participer et soutenir nos clients. D'accord, donc c'est un mélange d'innovation, d'agilité et de réactivité, en fait, pour être capable de s'adapter au mieux aux besoins du client, quelle que soit la cible. Najib, rapidement, est-ce que vous avez parce que cette question est particulièrement intéressante et ensuite on évoluera vers les sujets, vers les enjeux, mais est-ce que vous avez quelques mots à ajouter sur ces facteurs différenciants? Oui, juste pour donner une illustration un peu concrète de comment ça se matérialise, au niveau de la différenciation, je peux vous parler rapidement de la façon en fait, dont on travaille et les méthodes de travail qui ont permis de favoriser une continuité de service et un impact quasi nul de la crise. Parce que chez Lead, on a une façon de travailler qui est basée sur une communication écrite énormément. On fait quasiment 0 réunion et on a une façon une méthodologie très asynchrone pour collaborer sur les projets, ce qui en fait favorise le travail à distance et ce qui est ancré un peu dans notre culture d'entreprise dès le départ, ce qui a en fait eu pour conséquence que la réorganisation des méthodes de travail et de la présence au bureau et des roulements d'équipe, etc., n'a eu aucun impact sur nous, à la différence des banques où on a eu une période un peu de latence chez les banques traditionnelles où il a fallu mettre en place une organisation que les gens ne connaissaient pas, que ce soit sur le télétravail ou sur la collaboration à distance. Donc voilà, le premier point, c'est la continuité du service et l'impact nul de la crise sur notre capacité à progresser, à délivrer un service à nos clients. Et ensuite, 2 petites illustrations sur des choses en fait, qu'on a pu apporter de nouveau pendant cette crise. Alors, sur de l'existant, par exemple, sur les moyens de paiement, comme vous le savez, il y a eu un passage, une élévation du plafond du paiement sans contact qui est passé de 30 à 50 €. Ça, c'est une chose, en fait, c'est une évolution sur de l'existant qu'on a pu mettre en place quasiment instantanément. Parce que voilà, on a une agilité de nos systèmes informatiques qui nous permet d'avoir une réactivité qui est quand même beaucoup plus grande que les banques et des systèmes de communication avec nos clients qui nous permettent de les avertir quasi en temps réel de ce qui se passe, que ce soit dans la mise à jour de nos conditions d'utilisation ou la disponibilité d'un nouveau service. Et puis, ça rejoint un peu ce que je disais sur les méthodes de travail. En fait, on a été capable pendant la crise et pendant le confinement, de sortir en fait des nouveaux produits qui, en l'occurrence, sont des produits qui n'existaient pas sur le marché. Par exemple, notre système de cagnotte partagé à financement automatique, c'est-à-dire sur le même principe qu'un litchi ou un pot commun, vous faites une cagnotte partagée avec d'autres personnes qui vont cofinancer un projet avec vous, sauf que vous pouvez financer ces projets-là à travers nos règles d'épargne automatique, comme l'arrondi de vos dépenses à l'euro supérieur qui vient financer cette cagnotte commune ou toutes les autres règles en fait, qui sont à notre disposition. Ça, c'est une innovation qu'on a été capable de sortir pendant le confinement, justement parce que nos méthodes de travail étaient adaptées à cette situation et qu'on n'a pas eu d'impact sur le développement de nos produits, contrairement à beaucoup d'acteurs traditionnels qui ont essayé de gérer l'urgence et la crise, mais qui avaient relégué en fait les sorties de produits et l'innovation assez loin dans leurs priorités. Très clair. Merci beaucoup. Pour préciser, je pense qu'il y a un élément également important de cette période, c'est cette nouvelle collaboration entre les établissements bancaires traditionnels et les néobanques. Je pense que c'est également une tendance pérenne. Les néobanques apportent de nouveaux standards. On a parlé d'expérience client, on aurait parlé de cette agilité en termes de nouveaux produits, en termes d'innovation, mais elle s'appuie également, et il faut le rappeler, sur la robustesse du système bancaire français, qui, après la crise de 2008-2009, a à nouveau prouvé sa solidité et aujourd'hui considère les néobanques comme des vrais acteurs de cette innovation au service de la société et tous ces cas pratiques, ces cas d'usage qui se développent sont en train de devenir des standards. Et je pense que pour l'écosystème global, c'est également un changement très positif au service de tous, des consommateurs, des entreprises, comme l'a précisé M. Winowski, pour préparer ce rebond pour l'ensemble de l'économie française. Merci Stéphane pour cette transition en fait qui va nous amener sur notre deuxième partie des débats.
qui va nous amener donc sur les enjeux pour les fintechs et les perspectives de développement. Commençons, si vous le voulez bien, pour l'innovation. On a vu que c'était clé de l'innovation et puis cette capacité, cette agilité à pouvoir rebondir. En termes justement de capacité à développer des infrastructures, à proposer des innovations, qu'est-ce que vous pensez être les enjeux clés là où les fintechs devront porter leurs efforts dans les années à venir? Carlos et Raled, dans ces secteurs-là, vous fournissez des services, des infrastructures aux banques et aux néobanques. Quelle est votre perception des évolutions à venir? Alors, sur les enjeux, moi je vois 3 thématiques qu'il va falloir adresser. La première thématique va tourner autour de, bien évidemment, on en a parlé, de la sécurité et du respect de la réglementation pour les banques et les néobanques. Le deuxième sujet, ça va être de fournir des infrastructures capables d'augmenter le traitement des volumes de données qui vont vraiment exploser à l'avenir. Et le troisième enjeu, parce qu'on a bien vu qu'en fait les gagnants de cette crise sanitaire, et c'est surtout des entreprises américaines telles qu'Amazon et telles qu'Apple Pay, mais il va falloir retrouver la souveraineté de la gestion de ces données pour pouvoir les opérer en Europe et en France en particulier. Donc par rapport à ça, chez Locapost, nous on a focalisé sur 2 aspects. Le premier, mais un peu comme OVH, on fait partie du cluster des 20 sociétés européennes qui participent au projet Gaia-X, donc pour offrir ensemble et à l'ensemble de nos clients européens et français un cloud souverain et qui permette justement d'avoir la sécurité et la réglementation et le traitement de volume de toutes ces données que vont être obligés de traiter les banques et les néobanques. Ensuite, dans la digitalisation des processus, j'ai parlé qu'il y avait une explosion de la signature électronique. Pour aller beaucoup plus loin sur la sécurité et le respect de la réglementation, nous, on a beaucoup investi sur offrir à nos clients l'identité numérique. C'est quelque chose aujourd'hui qui prend beaucoup de temps au back-office bancaire. Donc, on a développé une identité numérique extrêmement forte. Aujourd'hui, on doit être un des seuls opérateurs à pouvoir offrir ce type de service et full digital. Jusqu'à présent, il fallait que le facteur vienne chez vous ou que le client aille terminer son processus dans un bureau de poste. Aujourd'hui, c'est un processus complètement digitalisé. Voilà, ça nous a permis d'accélérer cette mise en place. Le deuxième sujet autour des données, c'est d'offrir à nos clients un coffre-fort numérique pour pouvoir stocker l'ensemble de ces données de façon digitale et de façon complètement sécurisée. Et le dernier sujet qui est extrêmement important, sur lequel nous on a beaucoup investi, c'est bien évidemment, vu le volume de données qui est traité, le volume de papier et qui va être numérisé, c'est de pouvoir offrir à nos clients un archivage numérique digne de ce nom. Voilà, donc là-dessus, nous on a beaucoup investi autour de solutions d'Archineo par exemple, pour pouvoir offrir ce genre de service. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Khaled? Alors, côté OVH Cloud, ce qu'on voit et ce que je pense aussi personnellement, pour avoir passé 15 ans dans les systèmes de paiement au niveau mondial, comme enjeu pour les néobanques, on les a largement évoqués. Stéphanie et Stéphane sont revenus là-dessus. D'ailleurs, le cloud, ça devient une obligation au vu des contraintes, on a dit digitalisation des interactions, comme vient de le dire Carlos, de l'omniprésence de cette donnée et de la quantité de données qu'il faut stocker, et aussi de l'agilité dont a fait preuve, par exemple, Prismea par rapport aux toutes les néobanques, justement, grâce à des solutions pareilles. Mais avant tout, donc, en termes d'enjeux, je pense que l'un des gros enjeux auxquels les néobanques devront faire face, il est avant tout des genres de trésorerie, peut-être aussi en termes de financement, on va l'aborder, j'imagine, un peu plus tard dans cette table ronde, et notamment essayer de variabiliser au maximum l'intégralité de leurs coûts pour que justement une tarification au plus juste soit aussi transparente pour tout le monde. Donc, je reviens un petit peu sur cette recherche de sens et de transparence pour tout le monde.
L'autre point, l'autre enjeu, c'est que les exigences sécuritaires, elles, ne se sont pas réduites. Je vais rejoindre ce qui a été dit précédemment, un gros enjeu de besoin de sécurité, et Carlos a déjà parlé de l'initiative Gaia X, que je vais prendre un peu plus globalement en termes de Open Trusted Cloud maintenant, qui a été lancé, avec maintenant, je crois, plus de 160 solutions SaaS, justement pour s'installer dans des écosystèmes sécurisés, type Talentsoft, Tableau et autres, comme solution. Et donc le troisième enjeu que je vois, c'est la collaboration. Les néobanques, elles, sont déjà très sensibilisées, mais j'ajouterais, en fait, je mélangerai avec le deuxième enjeu, il faut collaborer dans un écosystème sécurisé. L'ensemble des acteurs doit chacun correspondre, enfin contribuer à la hauteur de son expertise sur sa valeur ajoutée, les banques, les néobanques, les fournisseurs de technologies, pour travailler ensemble. J'ai parlé tout à l'heure de l'initiative Open Solidarity, je reparle encore d'Open Trusted Cloud, ou Gaia X, dont on a parlé. Il y a des programmes toujours travaillons ensemble, comme le font beaucoup de néobanques. Je pense que quand on regarde au niveau des startups chez OVH Cloud, on a accompagné plus de 1800 startups qui ont déjà bénéficié de notre programme. Encore une fois, enjeu, travailler ensemble, financer ces environnements au plus juste, et tout en respectant les contraintes de sécurité. Alors justement, si on parle de rentabilité, on voit les néobanques ont des modèles très particuliers. En ce moment, on parle beaucoup de leurs soucis de rentabilité, liés en particulier à leur besoin de développer des services et qui ne sont pas toujours tarifés. Est-ce que vous pensez qu'il existe un bon modèle qui permette de concilier à la fois rentabilité, innovation et agilité ? On voit bien que les fintechs aiguisent l'appétit des banques traditionnelles. On a vu le rachat récemment de Shine par la Société Générale. Prismea, c'est Société Générale, mais c'est plutôt côté Crédit du Nord et qui s'appuie sur toute l'infrastructure. Est-ce que derrière ça, finalement, est-ce qu'il y a un bon modèle de développement pour assurer un développement pérenne des fintechs ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez au vu de votre réalité et de l'évolution du marché ces dernières années? Stéphanie, Najib, comment vous voyez les choses? Du côté de Prismea, en fait, effectivement, j'allais évoquer le point. Je pense que le grand axe est vraiment le fait de mutualiser des développements et des ressources pour aller plus vite sur des briques fonctionnelles qui sont assez basiques pour proposer un service de paiement à notre clientèle. Donc, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure nos amis de OVH, c'est-à-dire s'appuyer sur le cloud, c'est essentiel pour mettre en place une infrastructure solide en un minimum de temps et qui a des hauts niveaux de sécurité. Donc, je pense que ça, c'est le premier point. C'est aussi pouvoir s'appuyer sur des acteurs stratégiques en termes de core banking system. C'est ce que nous, on a fait au sein de Prismea. Donc, on s'appuie intégralement sur le core banking de Trésor. Trésor qui est aussi une filiale du groupe Société Générale. Donc, on voit que le groupe Société Générale a vraiment beaucoup investi dans la fintech, ce qui illustre aussi ce que Stéphane disait tout à l'heure sur les partenariats forts qui sont en train de se créer entre des modèles traditionnels qui apportent beaucoup de réassurance, de confiance à notre cible client, puisque en France, je pense qu'on peut se dire qu'il y a un rapport à l'argent, il y a un rapport à la banque qui reste encore assez conservateur par rapport à nos amis au UK ou aux États-Unis ou encore en Asie. Et donc, en fait, le fait d'avoir une alliance entre un acteur traditionnel qui apporte de la robustesse et puis effectivement une fintech qui va être agile, qui va pouvoir proposer des solutions innovantes et s'appuyer sur des nouveaux systèmes technologiques, va permettre finalement d'avoir indirectement une mutualisation des coûts, c'est-à-dire que l'investissement fait par les grands groupes va être mutualisé via des acteurs et puis plusieurs filiales, plusieurs services pourront en profiter. Et donc, je pense que ça fait vraiment partie de l'équation pour arriver à la rentabilité, la mutualisation des développements. Ensuite, je pense qu'il faut toujours rester centré aussi sur le besoin du client. Et ça, pour créer de la valeur. Et ça, c'est ce qui est important aussi pour une fintech et puis pour nous, en l'occurrence pour Prismea.
notre objectif, c'est vraiment de créer de la valeur en développant des produits qui sont extrêmement différenciants et qui ne sont pas proposés dans les banques traditionnelles et qui vont venir en complément. Donc, nous, on a fait le choix d'investir sur la data, de pouvoir développer des modèles de machine learning qui vont permettre d'aider le client à mieux piloter sa trésorerie en temps réel. Ça fait partie vraiment de notre roadmap. C'est des process et des développements qui sont un peu plus longs à sortir parce que ça prend du temps d'entraîner des modèles, mais on sait que c'est ces services-là à forte valeur ajoutée qui pourront être tarifés de manière juste à nos clients, et nos clients accepteront de payer ce service effectivement parce que c'est un vrai service que ça va leur rendre dans leur quotidien. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc du coup, du coup, je pense que le dernier axe de développement pour nous au sein de Prismea, c'est cette alliance avec le groupe Société Générale et CDN dans notre mode de distribution, puisque effectivement, le fait de pouvoir s'appuyer sur un réseau physique pour proposer aux clients qui le souhaitent du conseil et de l'expertise, c'est aussi un élément différenciant pour notre modèle. Ouais, bon, ne vous inquiétez pas, Stéphanie, on a appris la visiter pendant le confinement. Non, mais on connaît tous la même chose, il n'y a pas de souci. En fait, je crois que je les avais prévu une sortie et ils sont rentrés plus tôt. Ben ouais, mais ils tombent toujours quand on ne les attend pas, mais voilà, ils font partie de nous. Najib, de votre côté, comment vous voyez les choses en termes de développement d'alternatives pour assurer des modèles plus pérennes d'un point de vue rentabilité pour les néobanques? Disons que nous, ce qu'on observe d'une manière générale, et c'est un mouvement dans lequel nous-mêmes on s'inscrit, c'est, si vous voulez, une tendance dans laquelle beaucoup de services des néobanques étaient initialement gratuits, ont essayé de maintenir cette gratuité le plus longtemps possible et maintenant s'orientent vers des modèles payants. Ça, c'est une tendance de fond. La plupart des services qu'on connaissait gratuits, en général, commencent pendant une certaine période à rester gratuits et basculent inévitablement vers un modèle payant parce que en dehors en fait, de la société, de la vie de la société qui a un coût, il y a évidemment tout le côté de transaction qui coûte extrêmement cher à maintenir et à opérer. Et donc, c'est normal qu'il faille, à un moment donné, facturer des choses à ses clients. Et je trouve également normal qu'à partir du moment où on a réussi à convaincre sur une certaine période une base de clients, on les a convaincus de notre valeur ajoutée, quelque part, s'ils veulent pouvoir continuer à profiter de cette valeur ajoutée, il faut qu'ils acceptent de payer quelque chose. Sinon, c'est qu'on n'a pas réussi à démontrer que la valeur ajoutée était suffisante. Si les gens ne sont pas prêts à payer pour un service, c'est que le service ne leur apporte pas suffisamment de choses. Nous, on a fait ce constat. On s'est laissé une période de 9 mois pour offrir notre service gratuitement. Et à un moment donné, quand on a validé le fait qu'on avait vraiment un product market fit qui était important et qu'on avait un service très différencié qui apportait quelque chose d'utile à nos clients, on leur a proposé en fait des formules payantes. Et là, en fait, il n'y a pas vraiment de secret dans les néobanques, il n'y a pas 36 000 façons de monétiser vos clients. Soit vous leur proposez des abonnements, soit vous faites du cross-selling avec d'autres produits que vous allez distribuer et sur lesquels vous allez percevoir une commission, soit vous monétisez d'une manière ou d'une autre la data que vous collectez sur vos clients. Ça, c'est une chose que nous, on s'est toujours refusé à faire. Et je pense que ce n'est pas dans l'air du temps et que éthiquement, ça ne nous convenait pas. Et quatrièmement, vous pouvez également percevoir des revenus sur l'argent qui est stocké chez vous, collecté chez vous. Mais ça dépend de votre statut réglementaire et un agent d'établissement de paiement n'est pas en mesure de prêter de l'argent ou placer de l'argent pour en espérer une rémunération. Donc nous, en ce qui nous concerne, on a choisi d'avoir un modèle qui passe par des formules d'abonnement, dont une formule d'entrée de gamme basique avec l'essentiel de nos produits
et que je qualifierais de pay as you go, puisque les clients utilisent nos services gratuitement jusqu'au moment où ils cherchent à retirer leur argent, et là, il y a un flat fee qui est perçu à ce moment-là, mais sinon, tout le reste du temps, ils utilisent nos services gratuitement, et si à un moment donné, ils le mettent en sommeil, il n'y aura pas d'abonnement perçu. S'ils veulent utiliser nos services de manière illimitée et avec toutes les fonctionnalités à leur disposition, on a des formules d'abonnement qui restent, on va dire, à des prix très inférieurs à une banque traditionnelle. Voilà, la formule complète chez nous coûte 4,99 € et vous avez avec ça un compte, un IBAN, une carte bancaire et tous les services qu'on propose autour. Et puis, évidemment, on a commencé à être en mesure de distribuer des produits annexes, en particulier des produits d'assurance, parce que, en fait, notre service s'y prête bien, étant donné que nos clients vont majoritairement épargner avec des projets spécifiques en tête. Ils ont créé des sous-comptes chez nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, des capsules, qui correspondent à leurs projets. Et à chacun de ces projets, on peut imaginer leur proposer en fait des produits d'assurance qui correspondent à ces projets. Donc, assurance voyage, assurance auto, assurance mobile, ce genre de choses, ou des produits en fait de financement, donc de crédit à la consommation, de crédit immobilier, qui vont permettre de compléter le financement dont ils ont besoin pour mener à bien leur projet. Et donc là-dessus, je ne dirais pas qu'on a réinventé la roue, parce que voilà, il ne faut pas se leurrer, toutes les néobanques ont le même business model. En revanche, vous pouvez le faire avec plus ou moins de valeur ajoutée en fonction du produit des produits que vous proposez, et deux, avec plus ou moins de pertinence par rapport aux besoins de votre client, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de proposer vos services au tout venant. Vous pouvez cibler les clients qui ont des besoins spécifiques parce que vous avez une meilleure connaissance de leurs besoins. D'accord, donc si je récapitule et si j'entends bien vos axes, c'est user-centric avant tout, Prismea plutôt sur la clientèle commerciale et la TPE, le professionnel, vous sur le client plutôt mass affluent, mais en tout cas, c'est toujours proposer des services innovants, adaptés à la clientèle que je cible, et fin de la gratuité des services, c'est-à-dire si le service est innovant, il doit être pricé au juste prix, sachant que ce juste prix reste de toute façon inférieur aux banques dites traditionnelles. Et donc, du coup, toujours cette notion de proximité. C'est pas parce que je suis digital que j'existe pas, que j'ai pas la proximité avec mon client. Et du coup, aussi la possibilité de leur offrir un panel de services diversifiés au sein d'un écosystème sécurisé avec beaucoup de partenaires. Je comprends que c'est aussi la force de vos modèles, d'avoir pour Prismea une grande banque derrière et puis toute l'infrastructure qui va avec. Et ça, le succès, si je comprends bien pour vous, passe par un écosystème dynamique et donc quelque part une dépendance des uns vis-à-vis des autres. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Je pense effectivement, Aurore, tu as bien résumé la situation. Pour nous, c'est vraiment comme tu dis, de rester concentré sur la valeur ajoutée et puis de s'appuyer sur une infrastructure robuste pour limiter nos coûts d'investissement, investir sur les bonnes choses. Je pense que c'est la clé pour être rentable. Et puis, effectivement, cibler le bon segment de clientèle. Oui, ça c'est important, de bien cibler, de bien répondre aux besoins de sa niche. Alors, du coup, on a vu essentiellement sur le marché français. Si on regarde un peu ce qui se passe en Europe et hors France, les deux Stéphane, je sais que Monitor, vous êtes présent aussi beaucoup en Asie. Stéphane, KPMG, vous avez un pignon sur rue à peu près partout. Quelles sont votre perception des grandes tendances? Est-ce qu'on est dans les mêmes trends? Est-ce qu'il y a des spécificités par zone? Alors, peut-être rappeler que la crise a eu une spécificité au niveau mondial, c'est qu'elle a été gérée par séquence. Et donc, on voit des rebonds sur différentes zones suivant la sortie de crise de chacune de ces zones. Alors, sur deux zones sur lesquelles, avec KPMG, nous travaillons beaucoup pour des clients banque digitale, c'est l'Asie et Stéphane reviendra dessus, mais également sur l'Europe. Et si on prend l'exemple d'un marché mature pour les néobanques et les challenger banks qui est le Royaume-Uni, aujourd'hui, lorsqu'on échange avec nos clients de challenger bank au Royaume-Uni, on s'aperçoit que leur premier sujet, ça va être la pérennité et donc les chutes du modèle économique, avec un vrai sujet sur la trésorerie sur les 12 à 18 prochains mois. Ça va être un sujet important et sur lequel ils vont se concentrer, c'est assurer une trésorerie
Alors, lorsqu'on fait des études, on s'aperçoit qu'avec même une réduction des coûts de 25%, une baisse d'activité à 50%, sur près de 70% des néobanques et fintech britanniques confirment qu'elles seront pérennes et pourront repartir sur de nouveaux projets. Donc, c'est plutôt optimiste. Les deux éléments, ça va vraiment être sur la technologie. Comme l'a dit Raled, je pense qu'il y a deux sujets importants. On parle de l'autonomie et de la souveraineté. Ça va être deux sujets primordiaux dans toutes les zones, avec des enjeux aussi bien en Europe, en Ah, on a perdu Stéphane, malheureusement. Bon, du coup, je vais enchaîner alors sur ce qu'on voit, les tendances qu'on voit. C'est vrai qu'on est présent en France avec pas mal de néobanques, Orange Bank. Stéphane, tu es revenu, tu veux peut-être Juste terminer pour finir sur ce point, donc, sur l'autonomie et la souveraineté, ça va être un vrai enjeu, et surtout sur les régions et en particulier pour la France, aussi bien au niveau de notre système bancaire, mais également sur la data. Deux enjeux primordiaux sur ces nouvelles collaborations et ces partenariats avec les établissements traditionnels. Hein. Ça va être autour du cloud, on en a parlé, mais également c'est l'open banking. On s'aperçoit que l'open banking va être un enjeu primordial également en termes de développement, justement pour gérer ces périodes de crise. Et ça, Stéphane en parlera, en Asie, il y a des environnements qui permettent de développer aussi bien au niveau des API qu'avec des systèmes de sandbox, un certain nombre d'usages nouveaux et de les mettre en application. C'est un vrai enjeu. Et on voit également des nouveaux partenariats se mettre en place avec les néobanques sur des changements de mode de vie, de mode de consommation. On en a déjà parlé autour de la finance durable. On verra de plus en plus de services, mais également autour des services de santé et d'assurance qui vont devenir primordiaux pour l'ensemble des consommateurs au niveau mondial. Merci beaucoup. Stéphane, du coup? Ouais, ce que j'avais commencé à dire, du coup, c'est on a cette vue un peu, effectivement, à la fois en Europe, en France, Orange Bank, Max, avec qui on travaille, mais en Asie, où on travaille avec DBS, Standard Chartered, une vingtaine d'acteurs, en fait, là-bas. Donc, on voit les similarités. Hein. Toutes les banques traditionnelles ont un souci, une volonté de booster leur engagement digital. Donc, être plus pertinent avec les clients, être plus personnalisé, etc. Donc, ça, c'est les mêmes tendances. On voit aussi la même tendance, beaucoup d'ouverture de néobanques à destination des PME. La tendance de fond qu'on voit par contre beaucoup en Asie, c'est la généralisation d'ouverture de licences bancaires. Hong Kong, Singapour, l'Australie. Alors ça va souvent de pair avec l'open banking qui va réellement s'ouvrir d'ici la fin de l'année. Open banking qui calque un peu ce qu'on a ici avec la DSP2 en rajoutant une composante un peu plus protection des données, donc un peu plus cohérente et complètement intégrée. Alors c'est assez encadré par les marchés. À Singapour, par exemple, pour accorder une nouvelle licence bancaire, il faut avoir un positionnement différenciant par rapport aux banques traditionnelles. Il faut apporter une nouvelle valeur. Donc ça permet aussi de ne pas concurrencer les banques traditionnelles. Et du coup, la tendance qu'on observe, c'est que souvent, c'est une néobanque, c'est une nouvelle banque qui s'ouvre, c'est une nouvelle licence. En fait, c'est des partenariats. C'est vraiment une tendance. Partenariat entre, par exemple, Singtel et Grab, donc le gros opérateur telco du pays, et la super app, c'est l'équivalent d'Uber, Grab, donc la super app de taxi, mais aussi de commande de restauration à distance. Mais on voit la même chose avec une boîte connue dans le monde du gaming, Razer, qui fait un partenariat avec une assurance et un réseau d'épicerie. Donc en fait, des joint ventures, des partenariats qui sont super intéressants en termes de possibilités d'acquisition clients nouvelles sur des populations que ne touchent pas aujourd'hui les banques traditionnelles. Donc je pense que c'est un des points qui va être super intéressant à observer ici d'Europe pour voir comment fonctionnent ces positionnements un peu spécifiques des néobanques qui s'ouvrent partout en Asie. C'est vraiment ce que la tendance en ce moment, c'est toutes ces néobanques qui s'ouvrent avec des positionnements très particuliers. D'accord, vraiment des niches de marché et a priori avec une tendance, parfois des alliances un peu surprenantes sur l'Asie, mais qui ouvrent des perspectives de nouveaux marchés intéressantes. Oui, complètement. Alors ça s'accorde bien ce marché asiatique où on voit des tonnes de projets où, je mentionnais tout à l'heure, le concept d'épargne sans qu'on parle d'épargne, donc des fonctionnalités comme ça de niche, mais très utiles pour les clientèles plus jeunes, donc, qui existent un peu partout dans les pays asiatiques, et donc qui se retrouvent dans ces partenariats, ces néobanques issues de partenariats un peu innovants en fait.
Parfait. Merci à tous pour votre contribution. Notre table ronde touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas, si l'un ou l'autre vouliez rajouter un mot. Peut-être juste en conclusion, il faut vraiment se concentrer également sur cette nouvelle collaboration. Je pense que c'est important. Ces acteurs ont également un engagement sociétal très très fort. Elles ont répondu à la crise, qui était le thème de notre panel. Elles ont été présentes. Et aujourd'hui, elles développent également ces partenariats avec des établissements bancaires traditionnels qui sont au cœur de la robustesse de notre système économique, avec de nouveaux acteurs comme le précisait Stéphane, où elles vont répondre également à de nouveaux besoins. Et donc ça, c'est un point important, cette collaboration, toujours sur ces deux piliers qui sont sur une tarification adaptée pour tous et une expérience client unique. Et elles devront bien sûr confirmer la robustesse de leur modèle. On a eu des enjeux d'autonomie, de souveraineté, également de sécurité qui sont très importants, des enjeux réglementaires et de conformité qui sont toujours au cœur de ces métiers qui font la réputation de ces acteurs. Donc voilà, donc on est plutôt optimiste et je pense que les dernières opérations qui viennent sur les levées de fonds récemment avec Conto et Lydia avant la crise et les opérations cette semaine avec Villeux, avec l'opération d'acquisition de la Société Générale, avec Shine sur le marché des entrepreneurs sont plutôt positifs. Et en tout cas, on a des modèles robustes et innovants en France. Et ils devront accompagner également le rebond de l'économie en France. Oui, tout à fait. On va avoir une complémentarité de l'offre, je pense, et un modèle plus pérenne parce que plus robuste et qui permettra de se baser sur les forces de chacun des deux acteurs qui sont les banques traditionnelles, qui sont malheureusement tributaires d'un réseau et d'un legacy tel qu'elles l'ont et qui font mieux pour s'adapter, et puis des modèles de néobanques plus agiles, qui ont plus de facilité parce qu'elles peuvent s'exonérer de ces réseaux-là. Écoutez, merci à tous encore pour ces échanges riches, et puis je vous souhaite à tous une bonne journée, et je voudrais vraiment vous remercier pour la qualité des échanges et pour le respect du temps de parole, parce qu'on avait prévu une table ronde dense et on a pu couvrir l'ensemble des sujets. Merci à tous. Merci, Aurore. Merci à tous. Merci, au Bonne journée. revoir. Au revoir. Au revoir. Clément ?